Ça va être monstrueux, la taille de l'enregistrement. Ah bah, ça dépend si on est parti pour parler 15 minutes ou 2 heures, quoi. Ouais, c'est censé déjà que ça va être parti pour très longtemps. Vas-y. Déjà, je me sens très petit depuis que t'es rentré chez moi, je tiens à le stipuler comme petite phrase d'intro. Ça me rappelle que je suis 1m75 et toi, tu fais 1m combien? 90. Voilà. 90 le matin et 85 le soir. Ouais, parce que tu perds 5 cm à l'homme. D'accord. C'est pas 1 cm? C'est 3 cm en moyenne, mais du coup, moi, je suis à 5 parce Tu te que... mesures vraiment le matin et le soir? J'avais testé, ouais, et c'est à cause d'un accident de dos. J'ai des vertèbres qui sont cassées et en fait, j'ai 25% de tassement sur mes vertèbres. Wow, ok. Sur une et 5% sur une autre. Ok. Donc, ouais, je perds beaucoup en taille au cours de ma journée, c'est flagrant. Mais je compense avec les cheveux. Ouais, du coup, là, ouais, ça, tu grattes un petit peu. Tanguy, tu vas commencer par me raconter une petite actu. Là, tout de suite. Un truc qui t'est arrivé récemment, un truc que t'as envie de raconter. Une actu, alors, vis-à-vis de mon domaine ou un truc... Toi, c'est toi qui choisis. Franchement, c'est sujet libre. J'ai vu qu'une des actrices porno les plus cotées au monde, Lona Rhodes, qui est bien, en gros, est quand même considérée comme une des plus grandes au monde, vient de dire qu'il fallait interdire le porno et que c'était quelque chose d'absolument effroyable. Alors, le truc qui me chagrine un petit peu, c'est là que tu viens d'anticiper en fait le twist dans la tête des gens, tu vois. Parce que les gens qui cliquent et qui regardent le truc ou qui les écoutent, ils se disent, bon bah c'est Tristan qui fait un podcast. Ils savent pas encore peut-être ce que tu fais toi. Donc là tu vas me niquer mon twist là, pour prendre je suis dernier. Bon bah parlons un petit peu de ton activité. Voilà, oui. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais? De quoi est-ce que tu parles? Alors du coup, en gros, je suis coach en pornodépendance, donc... C'est là où devait y avoir le twist où les gens comprennent, ah ça va parler de fesses aujourd'hui, ok. Ah putain, oui. Non mais moi, en fait, je rentre trop vite, donc je suis oublié les préliminaires. On m'excusera pour la chose, mais oui, du coup, je suis coach en pornodépendance. En gros, je vais surtout accompagner des pornodépendants, donc des addicts sexuels à la pornographie. Mais ça s'étend un petit peu parce qu'il y a des addictions qui sont proches, donc je vais aussi accompagner des addicts aux prostituées. C'est eux, sur le plan financier, qui se retrouvent le plus. Parce que entre 100-200 euros l'heure, la prostituée... Donc plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, ou moi qui suis à des tarifs beaucoup moins en dessous. Tu penses que c'est vraiment un délire ça, des gens qui... Bah oui, non, j'ai des clients. J'ai des clients par rapport à ça. Mais c'est... Enfin, j'ai du mal à conceptualiser en tête, de dire je vais payer pour... Alors que bah, ça existe en libre service, mais quoi. Alors, tu trouves quelqu'un... Alors tu peux déjà, avec une personne humaine, il y a des choses que... Enfin, une personne normale, tu peux pas aller sur tout faire. Ah, ce point-là, ok, ouais. Donc déjà, il y a ce côté-là, et il y a l'autre côté qui... Où t'es en misère sexuelle, en fait, tout simplement. Il y a certains mecs qui n'ont pas accès à à des femmes. Et donc, bah... Femme n'ayant pas accès, eh bien, ils payent pour ça. Souvent, ça va être soit des mecs qui ont vraiment aucune expérience, soit au contraire des gens qui ont beaucoup d'argent, donc des mecs très riches surtout, et, qui vont en fait se dire, bon bah, je travaille sur mon business, mais au bout d'un moment, il va falloir que j'évacue quelque part. Donc une prostituée de temps en temps, une prostituée, et puis addiction. Ok, mais tu vois, j'avais pas visualisé que ça pouvait devenir un truc, et que même que c'est répandu ça ou pas? Enfin, tu t'en as déjà eu... Ça reste, oui, j'en ai eu 2, ça reste moins, du coup c'est pour ça que je dis plusieurs, je triche un petit peu. Ça reste beaucoup moins répandu que des addicts au porno. Parce que là, on est sur des... C'est un coût en plus. C'est ça. Bon, t'as un frein. Ouais. Mais c'est là aussi que tu te rends plus vite compte de l'addiction parce que bah, tu vois, tu sais que tu vois le chiffre ton financier qui baisse en fait. Et c'est là où l'addiction met en danger ton portefeuille. C'est très effrayant, ça d'avoir plusieurs sphères comme ça, tu vois. Autant, bah, je vais dire, les gens qui fument, mais tu vois aussi ton compte en banque qui descend. Mais tu vois, le porno par exemple, c'est un truc gratuit. Ça, c'est peut-être le truc qu'ils auraient dû faire payer dès le début. Parce qu'en vrai, les gens ont été prêts, je pense, à payer pour ça. Pour du porno, bah, ouais. Il y a des gens qui sont prêts à payer, il y a des gens qui se ruinent pour du porno aussi. Ouais, mais alors tu te dis, par contre, ça j'ai du mal à conceptualiser, tu vois. Je pense qu'il y a des billions de vidéos possibles de tous les trucs qui ont été faits. Tu mets des mots-clés bizarres, chantier, vomi, avec une chèvre, tu trouves un truc. Oui, bah c'est la règle 34. Bah, C'est sur internet, la règle 34, c'est si ça existe, bah, il y en a un porno. Tu connais pas les règles d'internet? Non, je connais pas. Ah bah tu regarderas, tu tapes sur internet les règles d'internet et la règle 34 c'est si ça existe, eh bien il y a un porno. Wow, ah oui. Voilà, donc t'as annoncé chantier, vomi, chef, ça existe. Je vais plus regarder mon thermos comme avant. Voilà, c'est ça. Alors non, les thermos en effet, non, tu peux pas regarder ça normalement. Mais
Dans tous les cas, oui, il y a des choses qui existent dans le gratuit. Mais en général, ce que j'ai remarqué et ce qu'on remarque chez les gens qui vont payer pour du porno, c'est qu'ils ne payent pas spécialement pour du porno, ils vont payer pour un contact privilégié avec une personne. En fait, ils vont payer pour de l'intimité à plus. Et c'est OnlyFans notamment qui y revient. C'est du fanatisme limite ça en fait. C'est que tu te mets à aduler une personne que tu ne connais pas tant que ça quoi. On peut appeler ça du fanatisme, c'est ce qu'on appelle des relations parasociales en fait. Ils se considèrent presque comme amoureux de la personne et en couple, certains. D'autres non, ils font un peu la part des choses, mais d'autres c'est un peu ce concept d'être presque amoureux de la personne. Et tu te retrouves avec des cas affolants. C'est ce qu'on appelle aussi bonnement des simps dans le langage un peu sur les réseaux sociaux. Et enfin, on va mettre les points sur les directement. D'accord que ce champ de vision où tu payes des abonnements OnlyFans et tout, ça ne peut pas t'amener au bonheur. Parce que des gens qui pourraient te dire, oui mais si les gens ça me rend heureux. Est-ce que tu penses que mentalement c'est possible de se dire, ah je me sens bien? Non, c'est pas possible. Alors, je peux concevoir que certaines personnes peuvent imaginer ça parce que c'est ce qu'on appelle l'hédonisme. Donc l'accumulation de plaisir. Et il faut le plus de plaisir possible pour atteindre le bonheur. C'est ce que généralement, c'est une école de philosophie. Ouais. Le problème, c'est que, déjà, il y a d'autres écoles qui vont contredire ça. Donc on va voir le stoïcisme, l'épicurisme. On peut aller sur des écoles beaucoup plus extrêmes avec une forme d'ascétisme même, donc la privation totale. Et d'ailleurs, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'une fois que tu commences à t'intéresser aux neurosciences, et là, tu te rends compte qu'en fait, l'hédonisme, c'est pas viable parce qu'il y a une habituation au plaisir qui fait que soit à un moment, on tombe dans l'ennui, soit au bout d'un moment, en fait, on va se mettre réellement en danger et on va passer des trucs qui vont presque nous traumatiser. Non, parce qu'en plus, t'es obligé de monter la dose à chaque fois. Exactement. Et ce matin, en mangeant une petit-déj, je regardais une vidéo d'Ali en même temps, donc Ali qu'on connaît bien tous les deux, qui a fait une vidéo sur le porno, c'est 400, je sais pas combien de jours sans porno. C'est ça. Et il te parlait justement de l'effet, je trouve que l'image c'est très bien. Tu regardes un porno, plus 10 points en dopamine, et après du coup t'as envie d'aller chercher toujours un petit peu plus, et si c'est quoi le fardeau de la connaissance, un truc comme ça. Donc quand maintenant tu connais le porno, te branler tout seul en gros avec l'imagination, ce sera beaucoup moins kiffant qu'auparavant quoi. Ah complètement. Donc en fait tu ouvres une porte qui restera ouverte à jamais, et tu peux plus en fait te remettre dans la place de comme si tu connaissais pas le truc. C'est ça. Alors après, c'est moi j'ai parlé, ce que j'aime bien parler, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire sexuel. En fait, dans notre imaginaire, on a un imaginaire sexuel, et le truc c'est que cet imaginaire-là, c'est ce qui va constituer comment on imagine la sexualité. Et si je te dis, imagine quand tu avais 12 ans, ou avant même que tu as regardé du porno, comment tu imaginais la sexualité, quelque chose de très amoureux, quelque chose de très sensuel, quelque chose avec du contact humain, et la fois où tu as commencé à regarder du porno, je m'adresse du coup plus à personne, mais c'est pas la même chose. T'as pas du tout ce même rapport à la sexualité entre avant et après le porno. Ton imaginaire sexuel s'est transformé en imaginaire pornographique. C'est bien que quand tu recommences la masturbation à imagination après avoir été le porno, eh bien tu as toujours un imaginaire pornographique avec certaines images de la pornographie qui se maintiennent. Et c'est là où le porno est dangereux. C'est que c'est cet imaginaire pornographique-là qui, une fois t'as contaminé, tu peux plus l'enlever, tu peux le diluer en rajoutant d'autres sources de sexualité extérieure plus saines, mais tu peux pas l'enlever. De la même façon, ce qui est assez drastique et ce qui moi me fait le plus peur, et j'en parle pas souvent de ce côté-là, c'est que cet imaginaire pornographique, il est contagieux. C'est-à-dire que si tu es en contact avec des personnes où tu as des relations sexuelles avec des personnes qui consomment de la pornographie, elles vont intrinsèquement ou à un moment ou à un autre mettre cette pornographie dans leur sexualité, et ça va t'influencer. Et donc tu te retrouves avec des gens en disant, tiens, j'aime bien ça finalement. Donc tu as un petit bout de pornographie dans ta sexualité. Et comme tu t'habitues, tu vas chercher un peu plus loin, un peu plus loin. Et donc tu finis, même si tu regardes pas de porno, par potentiellement être contaminé. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, on voit des gamines, et j'en ai vu plein vraiment sur des feeds ou des personnes qui m'ont envoyé ça, des gamines de 15 ans qui vont dire, oui, moi je fais des gorges profondes, oui, moi j'aime bien quand on m'étrangle pendant le sexe, j'aime bien les fessées ultra hard. Mais alors j'ai envie de dire pourquoi pas, tu vois, mais ça reste de l'imaginaire pornographique. Ça doit rester du privé aussi, tu vois, pas obligé de savoir. Oui, alors il faut faire aussi la part des choses, c'est-à-dire que c'est un peu de la provoque sur les réseaux sociaux. Oui, pas dire, c'est vrai, c'est la demande d'attention en fait. Mais quand une fille va faire ça en postant ça sur TikTok, et que d'autres filles du même âge vont dire ça, tiens, elle a fait ça. Allez, go.
go avaler des poutres de Bamako, on va mettre ça jusqu'au fond de ma gorge, et puis c'est ça. Et du coup, tu te retrouves avec des jeunes filles qui sont potentiellement pas du tout prêtes à ce genre de choses, qui vont se mettre en danger. Et en plus de ça, qui vont peut-être avoir des mini-traumatismes, des choses comme ça, sur des choses qui seraient jamais arrivées. Et rien que par exemple, la sodomie, c'est quelque chose qui avant était plutôt quelque chose de rare. Or, la plupart l'âge en fait de la première sodomie chez les filles descend de plus en plus. Avant, c'était la vingtaine. On descend maintenant vers 17-18 ans et on a certaines, ça descend encore. Bon. Alors je paraphrase en disant, enfin, il y a une précision dans cet âge-là qui est importante, c'est que quand la première fois a déjà été faite 2-3 ans avant. Parce que comme l'âge de la première fois, ça reste toujours aux environs de 17-18 ans, c'est sûr que tu vas pas, enfin, bah non, d'ailleurs j'allais dire, tu vas pas commencer par une sodomie, mais tu peux commencer. C'est pas le premier truc qui vient en tête, normalement. Tu veux pas rentrer dans les détails, mais ça peut arriver. Mais du coup, pour certaines jeunes filles, ça peut être traumatisant parce qu'une sodomie aussi, c'est quelque chose qui demande une maîtrise sexuelle haute. Tu peux pas faire n'importe quoi. Ça peut être déjà parce que les maladies, le VIH par les muqueuses anales, c'est une catastrophe. Ça passe à une vitesse folle. Tu peux avoir des fissures. Si c'est sur le long terme et sur certains cas, il y a tout ce qui va être prolapsus qui peut être déclenché et donc des descentes d'organes. Si tu fais ça mal. Il y a même des témoignages de jeunes filles qui ont eu des perforations de la paroi entre le vagin et l'anus qui a été fait. C'est un agrandissement antérieur que t'avais pas prévu. Voilà, c'est ça. C'est un nouveau studio que tu crées, mais t'avais pas envie de passer à un T3. Voilà, c'est ça. Pour le coup, oui. Et le fait que ça soit sur les réseaux sociaux et que ça soit banalisé, et ça se retrouve dans la sexualité du monde, c'est que le porno est devenu quelque chose de plutôt mainstream. Tu sais, je suis en train de penser à un truc. Je te mets payé combien pour le podcast? Parce que là, en 2 minutes, t'as débité tellement de dingueries. Tu sais, je suis peut-être quand il sans tranquille et tout, là, et au fur et à mesure. Donc c'est maintenant que je dois faire le disclaimer. Je pense que... c'est quoi, c'est Peggy 7? Là, t'en le terme sonomie et tout. Enfin, moi, je veux pas me faire supprimer Spotify, Deezer et tout ça, quoi. Non, je comprends. C'est quoi, c'est Peggy 16, c'est un truc comme ça, hein? Non, là, les termes que j'ai utilisés, tu peux très bien les entendre avant 16 ans en soi. Mais, d'ailleurs, c'est pour moi 13 ans. Pour moi, 13 ans, c'est l'âge auquel tu peux entendre les termes que j'ai utilisés. Alors ouais, voilà, tu en parles dans le sens où justement tu préviens des dangers. À aucun moment tu dis faut faire ça. En fait, voilà, c'est plutôt le contraire. En fait, le truc, c'est plutôt le contraire, c'est de dire tu veux tester des choses par derrière, très bien. Déjà, tu apprends à le faire correctement, tu prends ton temps, et c'est pas le jour où tu te sens prêt que tu te dis que tu vas le faire. C'est-à-dire que tu te sens prêt, tu attends encore un petit peu parce que t'es pas. Même si tu te sens prêt, tu dis ok, on va peut-être attendre 2-3 petits mois de plus, histoire de vraiment bien réfléchir. Et là, on va pouvoir faire ça. En fait, le but, c'est de dire à des adolescents, parce que moi, mon message, c'est ma communauté, une grande partie, ce sont des adolescents, notamment sur TikTok, c'est de leur dire, la sexualité, c'est génial, mais ça peut être dangereux. Tu peux pas faire n'importe quoi avec, tu peux pas rentrer n'importe quoi dans n'importe qui. Tu peux pas faire n'importe quoi, et il y a des règles, et surtout, t'as toute la vie pour faire des choses. T'as pas non plus besoin de comment. Si t'as 15 ans, t'as pas besoin de commencer à faire des choses... là, je vais retenir les termes parce que ça commence à être un peu trop extrême, mais t'es pas censé foutre des choses à l'intérieur des gens comme ça. T'as 15 ans, t'as tout le temps devant toi. Oui, bois du café. Ouais, en fait, on parle tellement de sujets appétissants, tu vois, que... Ouais, mais pour le coup, c'est ça. Et quand je vois des adolescentes de 15 ans partir sur ce genre de choses, et qui vont témoigner ça, je peux pas me dire Qu'est-ce que t'en penses déjà de... Je crois que ça s'appelle la pornographie douce. Genre, les vidéos de provoque, un petit peu que tu peux voir sur Insta, TikTok. Okay. J'en ai pas beaucoup sur mon feed, moi je suis très content. D'ailleurs, TikTok, moi j'ai supprimé, je poste depuis mon PC maintenant. Comme moi. Ça me permet de... En fait, je me disais, toi TikTok, j'y vais pas souvent et tout. C'est faux, en fait. Oui, on y va en pilote automatique. T'es sur Insta, tu dis, ah oui, mais je fais des vidéos, faut que je surveille un petit peu mes DM et tout. Là. Tu réponds en 3 DM, t'as ton doc qui glisse, TikTok, tu dis, mais frère... T'es à moi ou t'es à quelqu'un d'autre? Oui, c'est ça. Et du coup, maintenant, c'est vrai que TikTok, j'y vais beaucoup moins. Et quand je me connecte que pour poster une vidéo, je vois en plus c'est le chiffre de notif qui est beaucoup plus important. Donc même ton cerveau il est en mode waouh, ta vidéo elle a marché, waouh, c'est bien et tout. Ah ouais. Alors que c'est pas vraiment le cas. Mais ton cerveau il est content. Et donc je me dis, c'est un des meilleurs compromis que je pouvais faire, je pense. Ouais, c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré du Mexique. J'ai supprimé mon application TikTok.
Bon, maintenant c'est Instagram que je consomme un peu trop, mais je trouve que le feed Instagram est un tout petit peu plus sain. C'est moins poubelle, je trouve, quand même. En fait, c'est moins aléatoire. T'as moins moins le côté aléatoire qu'à TikTok où t'as un côté où de temps en temps il va te foutre une vidéo de merde juste pour voir si t'es capable d'accrocher là-dessus. Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même pas mal de... Insta, c'est vrai que c'est bizarre maintenant, parce que, tu sais, sur ton feed, tu suis des gens, mais t'as les publications d'autres personnes. Genre déjà, cet ordre-là, tu sais, le vieux Insta, c'était quand c'était par date de publication. Donc tu voyais 5 fois la même photo de ton pote si jamais tu faisais rafraîchir 5 fois. Et donc au bout d'un moment, tu sais, bon, bah c'est bon, j'arrête mon téléphone parce que j'ai déjà vu cette photo. Et en fait, du coup, c'est terrible, mais je trouve ce matraquage aussi du cerveau en mode l'attention, etc. Et tout. Je sais pas si les utilisateurs en ont marre ou pas. Parce que tu vois, je me dis, est-ce que je créerais pas aussi des vidéos où justement, volontairement, je crée une petite bulle plus chill, où les gens se diraient, ah, je me sens un peu moins agressé. Un peu moins, on veut mon attention et comme ça, quoi. Je pense pas que les gens aient encore atteint ce niveau. Il y a des personnes qui sont qui ont envie de ça. Personnellement, j'en ferais partie. Mais je pense pas que la plupart des gens aient atteint ce niveau-là. C'est un peu comme c'est un peu comme McDo. Tu vois, McDo, ça fonctionne encore à fond en termes de malbouffe. Alors qu'il y a des méga restos qui sont ultra bons, tu vois, à côté. Non, et puis même, tu vois, si c'est une notion de danger comme la concentration et tout, bah, les gens savent que McDo c'est de la merde, mais pourtant, bah, ils s'y vont quand même. Du coup, oui. Bah alors, pour répondre du coup à ta question sur la porno... Alors, du coup, je différencie deux choses, ce que j'appelle le porno soft et le soft porn. C'est deux notions qui sont différentes, c'est-à-dire qu'il y a des pornos que tu peux regarder qui sont dans les moins 18, mais qui ont une tendance à l'érotisme et une tendance qui est un peu plus recherchée que ce qu'on appelle du porno, où voilà, c'est un gros zoom sur les parties intimes et voilà. C'est-à-dire qu'il y a un peu une esthétique qui est recherchée. Donc déjà, pour moi, c'est pas forcément non plus ultra sain, mais ne serait-ce que pour la dopamine, ne serait-ce parce que tu t'habitues à ça et donc au bout d'un moment, c'est plus suffisant. Et pour le porno soft, pour moi, c'est une catastrophe parce que, de un, ça a la contagion de l'imaginaire sexuel, c'est-à-dire que ça rentre de la pornographie dans ton cerveau et des imaginaires comme ça. Donc, c'est néfaste. Et le côté, c'est que pour ta dopamine, le matin, déjà, bon, malheureusement, j'aimerais bien faire partie de ces gens qui disent le matin, j'arrive à me lever sans être sur mon téléphone. Ce n'est pas le cas. Je suis, comme dirait Nietzsche, un déviant. Je commence ma journée, je fais sur mon téléphone. Bon, j'ai un peu honte de ça, mais en soi... Mais tu penses qu'il n'y a pas des techniques que tu pourrais mettre en place pour... Si vraiment j'en ai envie, je le fais. Le truc, c'est que mon rapport volonté, tout ça n'est pas encore assez... Mais bon, pour le moment, j'arrive à peu près à gérer, c'est-à-dire que j'y passe 10 à 20 minutes. Là où, dans anciens temps, j'y passais 1 heure. Mais imagine, tu viens de te réveiller, tout ça, et tu as des meufs qui sont en train de twerker en string sur ton truc, tu fais... Wow. Dès le matin, c'est ultra agressif pour le cerveau. Surtout que du coup, le système de récompense, dans la notion d'accomplissement et tout, vu que tu as en fait un peu le call ultime, parce que moi je pense que, je vais dire un truc, je pense que ce qui est pas con, c'est que le monde est régi par le sexe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que tous les hommes qui sont devenus grands, je pense qu'il y a une notion un peu de vouloir être dans l'abondance, et de pouvoir choisir et tout, et surtout de vouloir plaire, même si c'est vraiment inconscient. Tu deviens plus balèze pour avoir le plus de partenaires de reproduction possible et de la meilleure qualité. Oui, le sexe, guillemets, c'est pas... le sexe est un moteur, je veux dire, on est des animaux, on est censé se reproduire. C'est dans les pubs et tout, en vrai. Depuis la nuit des temps, c'est des nanas qui c'est pas pour rien, quoi. Mais alors, on entend souvent dire que le sexe se fait vendre, c'est pas vrai. Le sexe attrape l'attention. Oui. C'est-à-dire que si, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de soft porn, en fait, sur les réseaux, c'est-à-dire que, hop, tu scrolles, t'as un truc que t'as filles un petit peu... Voilà, tu vas... Même si tu t'es pas intéressé par ça, ton cerveau va un tout petit peu ralentir là-dessus, et c'est là où tu peux te faire envahir par ce genre de contenu, parce que l'algorithme a vu que tu avais swipé une demi-seconde de moins. Encore un pervers, on lui est. Voilà, c'est ça. Et alors que c'était juste conditionné pour ça. Ah oui, c'est un système... t'es fait pour te reproduire, du coup tu vois un truc qui est en lien avec la reproduction, donc tu t'arrêtes dessus parce que c'est un réflexe. Et surtout, du coup, en fait, tu joues sur un biais qui est très ancien, mais en fait, t'as pas beaucoup de contrôle dessus en plus. Non, c'est effrayant là-dessus. Globalement, on n'a pas beaucoup de contrôle sur beaucoup de choses en soi. Il y a très peu de choses sur lesquelles on peut exercer notre contrôle.
Mais peut-être encore moins sur celui-là, tu vois. Parce que je trouve que la pulsion sexuelle, c'est une des pulsions les plus puissantes, quoi. Ah oui, alors là... Tu deviens une autre personne, quoi. Bah oui, il suffit de voir ne serait-ce que la lucidité post-éjac, hein. Quand t'es venu et tu fais « Putain, c'est avec ça que j'ai couché. Waouh, j'avais sacrément faim quand même. » Je trouvais que j'aime mieux ce scénar, du coup. Non, mais moi, je J'ai une seule personne, et puis c'est ma copine. Donc voilà. Ouais, non, moi, de ce côté-là, j'avoue, il y a... Parce que autre chose à dire, du coup, parce que tu parles de porno depuis longtemps, cet individu-là est... En fait, tu parles tellement de sexe, que ça devient normal à la fin. Ah oui. Mais en fait, tu parles de tes histoires en plus à chaque fois. Donc, Oui. on est avec quelqu'un qui a de l'expérience, voilà. Si jamais il fallait faire un petit truc. Ouais, bah disons que... Bah alors après, j'ai pas de l'expérience... Alors, en soi, oui, mon body count a un peu augmenté ces derniers temps, mais en soi, normalement, j'ai surtout de l'expérience parce que j'aime apprendre. Donc, et surtout, je suis quelqu'un de profondément insatisfait, de nature. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir fait, il y a des mecs qui vont s'endormir, il y a des mecs qui vont aller pisser. Moi, je suis là en train de... Bon, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux améliorer, et tout ça. Et du coup, bah, j'acquiers de du feedback, en fait. C'est ça. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'améliore. Tu fais de la prestation de service, en fait. Et après, tu demandes un feedback, comment est-ce que je peux améliorer le service. Et ce qui et en fait, et ne serait-ce que d'être dans cette optique-là, la plupart des meufs, t'es déjà meilleur. Rien que te dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire mieux pour être meilleur au lit, t'es déjà meilleur. C'est con, hein. Mais juste, tu demandes à une fille à la fin, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai mal fait, tu gagnes déjà plus 10 points. Ouais, c'est une prise en considération qui est importante, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, tu montres que, ouais, si tu poses la question, c'est que la fille compte un peu pour toi aussi, peu. Ça va rien foutre, tu lui poseras pas la question. Bah, d'un autre, oui, c'est ça, parce que de toute façon, déjà, le nombre de mecs. Le nombre de fois où je suis là avec des filles, j'ai vraiment fait le minimum parce que j'étais fatigué et où j'avais la flemme. Nous savions le dire, alors, il y a des moments où on a la flemme on va pas se donner à fond, on est là, on fait le minimum syndical. Et la fille dit, ouah, c'est incroyable, on m'a jamais fait ça. Et tu fais, mais attends, qu'est-ce que t'as eu avant moi? Et le simple fait de dire, de pas rechigner à mettre la capote, d'attendre juste que la fille ait son orgasme, et puis, bon, elle a son orgasme, bon, c'est bon, on termine là. Elle dit, ouais, c'est incroyable. Je fais, qu'est-ce que t'as donné avant? Est-ce que tu penses que comme c'est un truc sans règles, en fait, prédéfinies par la société, l'école, mes couilles, tout ça, c'est un truc du coup plus chaotique où il n'y a pas vraiment de normes bien fixées entre les individus? Je rigole, c'est ultra normé. Ben, là, t'es en train de me dire, des gens qui rechignent pour mettre la capote normalement, c'est le truc classique, quoi. Il y a pas. Ah non, alors pour le coup, non. Ok, d'accord. Sur ce point-là, oui, il y a beaucoup de mecs qui rechignent pour mettre la capote, notamment. Pourquoi? Parce que soit ils vont perdre en sensation. Alors de base, ça je peux comprendre, parce que moi je sais qu'avec une capote, je perds pas mal en sensation, parce que de base, j'ai de l'anorgasmie et de l'anéjaculation. Donc pour moi, voilà, ça va être compliqué pour moi d'avoir du plaisir quand j'ai une capote. Mais à aucun moment, je vais mettre en danger la santé de la personne qui est en face de moi ou ma propre santé, soyons égoïstes. Puis surtout, il peut y avoir un enfant, donc ça change un côté plan du lendemain, quoi, si jamais il y a ça. Non, mais t'as la pilule du lendemain. Ouais, mais. Ça coûte vraiment pas cher. C'est fiable à 100%, ça? Ouais, t'en as plusieurs, c'est fiable en fait. T'as plusieurs générations, d'ailleurs, t'as plusieurs versions de pilule du lendemain. Normalement, tu peux. Les dernières versions qui sont ultra puissantes, tu peux même aller jusqu'à 5 jours après. La prendre 5 jours après. Par contre, plus tu la prends tard et plus tu prends une version qui est puissante, plus t'es malade. Ouais, c'est pas une bonne conclusion, quoi. Voilà, le but c'est quand même d'éviter aussi à la meuf d'être malade parce que les symptômes, t'as vomissement, tournage de tête. Tout à coup, si tu vomis le truc, oui, il a plus effet. C'est ça. Donc, de mémoire, je crois que c'est 2 à 3 heures. Il faut pas vomir dans les 2 à 3 heures après une pilule du lendemain de ce que j'avais lu sur l'ordonnance. Mais oui, parce que les capotes aussi ça craque. Ah, donc voilà, il y a un moment où. Ça craque vraiment. C'est déjà arrivé. Ah ouais. Ça complexe du coup là. Non, mais alors, il n'y a pas de complexe à avoir, c'est qu'en fait, de 1, c'est parce que je les avais mal mis. Je complexe plus. Voilà, donc non, mais je veux dire, c'est un peu con, mais des fois, t'es là, et tu pinces mal, il y a un tout petit peu d'air qui est rentré, ou sinon, tout simplement, t'as la capote qui était dans ta poche de ton jean. T'as fait la fête, t'as dansé, il a fait chaud. Et bien, entre la chaleur et les frottements du jean sur la préservatif, il y a des micro-déchirures sur le préservatif et ça va casser plus facilement.
Une capote, c'est ultra fragile. Donc en fait, tu peux pas non plus faire tout et n'importe quoi. Donc, ne pas aller jusqu'à la conserver au frigo sur d'autres choses, c'est ce que je veux dire. Mais en tout cas, si l'emballage est un peu froissé, généralement, elle est foutue. Mais ça, je savais pas, tu vois, sur ce genre de cas. Donc, pilule du lendemain, tu paniques pas, puis hop, pilule du lendemain, on évacue les mini-bébés et on va à la pharmacie, pilule du lendemain, pharmacie de gare si c'est un dimanche qu'on est en France, et puis c'est tout. Tu penses qu'il y a encore un tabou d'aller chercher à la pharmacie puis du lendemain, pas? Non, alors oui, la plupart du temps, c'est moi qui allais l'acheter parce que la fille avec qui j'étais paniquait ou était pas capable de faire Faire ça à la pharmacie, elle se regarde bizarre. Non, alors moi, je sais pas, alors moi je suis un peu con, mais moi j'éprouve une extrême fierté à choquer les gens. Surtout qu'il y a la petite grand-mère qui est à côté, qui est là parce qu'elle a plus ses médicaments le dimanche et qui est là, une pilule de main, qui est en train de te dévisager, j'éprouve un truc, voilà. Le mec est en train d'imaginer des trucs et tout. Surtout que moi après je suis allé une fois, pareil, moi la plupart des médicaments je les achète au supermarché, tu vois. Après, c'est là que je les achète. C'est excellent le truc du, tu sais, t'as tes potes, une banane et de l'eau, tu vois, tu te dis, oh, le mec a passé une bonne journée, quoi. Ouais, c'est ça. Quand j'étais caissier, la fois où c'était le plus drôle, je vois un mec, il prend juste un paquet de capotes et une bouteille de vin, et c'était un mec Club Vodka, tu sais, pour aller à la plage, tu sais, et je me suis dit, oh, ça choque pour Club Vodka. Qui espérait que c'était une animatrice aussi, que c'était pas un enfant, quoi. Ouais, mais bon, alors ça, ouais, ça peut, il y a des trucs assez sombres sur ce côté-là, mais ouais. Sinon, question moins sombre, parce que sinon je te sens que je vais réussir à t'arrêter et qu'il va falloir passer à Peggy 23. Comment j'ai entendu plein de fois cette semaine, il y a une étude qui a été faite, les jeunes aujourd'hui font moins l'amour que les jeunes autrefois. Ah oui, factuellement, ouais. Tu as déjà entendu ce truc? Ouais, non, mais les chiffres, alors j'ai entendu, et surtout, il y a pas mal de trucs, d'études sur le fait, les jeunes font moins l'amour. Alors, outre, il y a les célibataires qui font moins l'amour. Ok. Bon, tu me diras, à la limite, pourquoi pas. Moi, j'allais te dire plutôt l'inverse. Mais parce que... célibataire, normalement, tu... Non, je peux t'assurer que la plupart il y a des gens qui passent une année sans sexe, sans beaucoup de jeunes, surtout des hommes d'ailleurs, qui passent une année plus d'une année sans avoir eu de rapport sexuel. Je vais dire peut-être le couple, c'était une lassitude qui s'installe. Alors oui, il y a la lassitude qui s'installe. Au chin, c'est moins fréquent, quoi. Alors c'est moins fréquent, mais ça veut pas dire que ça s'arrête complètement. Parce qu'à un moment, ne serait-ce que du coup à l'ovulation de la fille, déjà il y a une poussée d'hormones et donc d'envie. Et pour le mec, globalement, il suffit que si c'est au niveau des jours ça passe et au niveau du mec, il y a un peu plus de testo à ce moment-là, il y aura un rapport sexuel qui sera très mécanique. Certes, mais il y aura un rapport. Le terme mécanique, il est marrant, Rose. Dans le sens où, voilà, il y a le rapport, il y a la pénétration, il n'y a pas tant de plaisir qui est pris, il n'y a pas trop de contact humain. C'est-à-dire quand t'es en couple? Ouais, quand t'atteins ce stade-là, je veux dire. Ouais, mais alors, tu vois, je le visualise pas ce stade-là, ça. Ouais. Tant mieux, ça me rassure un peu. Mais disons que tu peux atteindre dans certains couples, si tu n'entretiens pas un certain désir, une certaine intimité, tu peux avoir des rapports sexuels qui vont être très décevants. Et des deux côtés, hein, c'est factuel. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas la fin de tout. C'est que ça peut être temporaire. Ok. Mais il faut du travail. C'est qu'en fait, c'est parce que si tu atteins ce stade-là, c'est parce que t'as pas fait assez d'efforts avant. T'as manqué d'efforts. Des deux côtés, hein. La flemme, après le travail, la flemme, on va faire ce week-end, on a 5 minutes, allez, on le fait, et puis voilà quoi. Vraiment ce côté où il n'y a plus d'entretien de ce qu'on appelle la femme, mais juste de faire des efforts pour l'autre, d'essayer de reséduire l'autre, et donc ça baisse un peu ce côté-là. Et du coup, pour en venir, les couples aussi ont moins de rapports sexuels, et ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est surtout en Europe du Nord, où en gros ça va être les pays saxons. Les pays latins se maintiennent très bien, à l'exception de la France, qui reste un pays quand même plutôt latin, où en fait on se fait influencer par les pays saxons dans la façon d'appréhender le sexe, et on a un réel problème. C'est que il y a plus autant de désir, il y a beaucoup moins de libido. Et tu penses que c'est dû à un peu l'explosion du porno, l'accès c'est multifactoriel. Il y a beaucoup de trucs. C'est vrai que si tu peux te faire tout seul sans avoir besoin d'efforts, ou quoi que ce soit, alors qu'avant, t'avais pas le porno et tout, t'avais des envies, forcément,
Du coup, t'as des plus. Ouais, mais la masturbation, c'est de la masturbation a toujours existé. Ouais, mais c'est pas tant moins plaisir, tu vois, que le vrai truc. Alors que là, t'as une infinité de trucs possibles. Alors que le gars avec son imagination, bon, puis il a vécu un magazine pour faire ça. La page 23, je l'ai déjà vu plein de fois, quoi. C'est ça, ouais. Puis, j'ai flemme d'aller retourner au magasin pour m'en acheter un. Je mettrai le numéro dessus. Voilà, c'est ça. Mais c'était. Tu arrives à ça, et alors, il y a le porno. Il y a aussi un facteur qui est par les perturbateurs endocriniens, c'est une catastrophe, parce que la testostérone des mecs a réduit énormément, et cette testostérone des mecs réduit, la testostérone féminine qui est déjà pas très réduite aussi. Alors c'est ce qui pousse à la sexualité. Moins de testo, moins de sexualité, moins de testo, ça est entre les Tu sais que c'est grave vrai, parce que j'ai fait une mini-cure d'ashwagandha pendant une semaine. Impressionnant. Waouh. Et waouh. Donc c'est vrai que testo et ça, ouais, je valide le rapport en effet. Ouais, ouais, mais et quand tu vois que l'eau du robinet en France est bourrée d'oestrogène, c'est une catastrophe. Mec, c'est l'eau du robinet, ça. Oui, je sais, mais de toute façon, tu peux pas y échapper parce que si tu bois de l'eau en bouteille, si c'est une bouteille plastique, t'as des particules de plastique, quoi. T'as des particules de plastique et t'as le côté où t'as des perturbateurs endocriniens, d'autres perturbateurs endocriniens. Du plastique, ouais. Ouais. Donc en fait, dans tous les cas, j'ai envie de dire, t'es baisé, mais du coup, tu baisses pas. C'est un peu pas mal de là. Alors, et comme je reviens du Mexique, j'en parlais un petit peu parce que c'est aussi ça qui a fait que mon body count a augmenté en nombre. Alors, j'en suis pas vraiment. En fait, pour le coup, je suis pas quelqu'un qui prône le fait d'avoir des body count très hauts. Au contraire, je suis plutôt quelqu'un qui pense qu'il faut avoir le body count le plus bas possible. Déjà, quand tu as un terme comme ça, je ne connaissais pas ce terme. Quand tu as un terme comme ça, tu me dis, ouais, il a bien monté en ce moment, on dirait que tu parles de ton compte en banque. Donc voilà, juste ça. Ouais, c'est ça. Alors, on peut dire comme ça qu'il y a une certaine. Alors, je vais pas non plus mentir, tu peux toujours avoir une mini fierté à dire, ouais, bon, j'ai quand même pas mal de partenaires, je plais. Mais d'un côté, il y a un côté qui est un peu ridicule, c'est-à-dire que c'est des partenaires la plupart du temps, c'est des partenaires d'une nuit ou deux, et t'as rien construit, et donc je suis pas très fan de cet aspect-là de la sexualité consommatrice. Mais bon, j'ai pas eu ce côté-là, c'est-à-dire qu'au Mexique, au contraire, tu te retrouves à beaucoup plus consommer le sexe. Et des fois, tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien quand même continuer un peu plus, continuer de se voir un petit peu, et en fait, tu peux pas parce que déjà, les Mexicaines vont prendre leur prédisposition pour se protéger, pour pas tomber amoureuse, parce que avec un étranger, ou sinon, ça passe pas, bref. Donc, ça monte. Et de ce que j'ai pu remarquer, c'est que la plupart de celles qui avaient déjà été avec des Français, elles me disaient, les Français, c'est une catastrophe. Sexuellement, ils sont très bons, très performants, mais il n'y a pas la quantité qui suit. Cocorico. Ouais, mais il n'y a pas la quantité qui suit. C'est-à-dire qu'il y a la quantité de fréquence. La fréquence, ouais. Ok. Donc c'est une fois et puis ciao. En fait, en gros, pour elles, quand tu es en couple, pour la plupart des Mexicaines, l'idéal c'est une fois par jour. Sauf que pour les Français, c'est pas vraiment ça. Sacré libido là-bas quand même. Ça reste un des pays quand même qui est dans les tops mondiaux de ce côté-là. Et pour les gens qui veulent faire des road trips de fesses, ouais, vous avez une destination pour les vacances. Ouais, par contre, faut quand même faire attention. Oui, les Mexicains. Tu sais, le tourisme sexuel. C'est une blague. Oui, non, mais j'étais très faire l'agence de tourisme du Mexique, du comprends. Oui, je suis pas en partenariat avec eux. Oui, non, mais je dis ça parce que parce que aussi. Forcément, comme je datais beaucoup de... Moi, la partie que je préfère, c'est rencontrer une fille, boire un verre, passer un bon moment. Et donc, d'ailleurs, même pas forcément avec une fin à pied, tu vois, rien que passer un bon moment, c'était déjà assez agréable. Et du coup, moi, je prenais mon temps, je participais, je prenais plutôt des filles qui étaient dans la classe moyenne ou la classe moyenne haute, ou une riche, une seule. Et globalement, je voyais que, surtout des Américains, en fait, les Américains, ils se retrouvaient à égalité des meufs pauvres, et en fait, ils disaient, tiens, j'ai de l'argent. Je trouve ça absolument dégueulasse d'un point de vue... voilà. D'être les mecs qui sont là vraiment que pour le cul, et aucune considération pour la personne qui est en face d'eux. Et en fait, ils expédiaient le plus vite possible le date pour amener la fille... Toujours sur le date, moi, je pense que je serais nul à chier. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu ce truc trop à vivre, tu vois, au lycée, j'ai eu quelques rencarts, entre guillemets. Mais très rapidement, j'ai trouvé ma copine, et puis je suis avec depuis 3 ans et demi déjà. Et je pense là, demain, je retourne sur le marché de la séduction.
Ah, c'est que ça, tu suis souscrit. Mais tu vois, je serais, c'est une personne, je serais là. Tu fais quoi dans la vie Ah non, mais c'est assez frustrant. Alors, Mais genre, tu fais un date, à aucun moment tu te dis, à tout moment la personne est juste nulle à chier et a rien à me raconter. Parce que tu sais, faut qu'il y ait la connexion quand même. Tu peux avoir une alchimie avec certaines personnes du premier coup, mais là, comme en plus, c'est c'est une rencontre un peu contrainte, entre guillemets, parce que vous êtes fixé le rendez-vous. Alors, tu sais, c'est des groupes de potes, c'est léger, donc tu peux parler un peu plus. C'est pas le même état d'esprit, tu vois. Là, il y a limite une rentabilité de la conversation à avoir. Genre, c'est un test un peu de voir l'autre et tout, quoi. Oui et non. J'ai envie de dire, la plupart du temps, les premières phrases sont absolument chiantes. On va pas se mentir, les premières phrases, c'est d'un ennui mortel. Tu fais quoi dans la vie, machin, tout ça. Mais en fait, c'est ce qui va te permettre après de poser des questions plus intéressantes. Moi, l'un des trucs que j'ai préféré le plus, justement, tu vois, avec le Mexique, c'est de poser des questions sur l'histoire du Mexique, tu vois. J'ai appris énormément sur, en gros, les relations entre le Mexique et la France. On ne se rendrait pas compte qu'il y a tant de relations politiques et géopolitiques entre les pays, mais oui, moi, pendant des dates, ça m'arrive de parler de géopolitique. Putain, c'est sexy ça. Mais en vrai, ça... Bah, après, c'est le type de meuf aussi qui m'attire. J'aime bien les filles qui ont un certain intellect, donc qui font des études, ce genre de choses. Inversement, naturellement, elles vont préférer aussi généralement des personnes qui en font un peu d'études pour avoir de la conversation. Ouais. Donc en fait, ça matche bien en général. Parler aussi, bah, par exemple, il y en a une qui est médecin, du coup, on parlait aussi bah, du coup, de cancer, on a parlé du cycle de Krebs, des choses comme ça, donc assez poussé, c'était assez intéressant. Bon, du coup, on a parlé aussi de comment les hôpitaux mexicains fonctionnaient au niveau financier comparé à la France, et c'était super intéressant. Et c'est sûr que la plupart des mecs qui sont date, bah, parlent pas de ça. Mais d'un autre côté, ça fait aussi que j'ai beaucoup plus d'échecs. Très clairement, moi je considère que je suis mauvais en date parce que justement j'aime bien parler de trucs intellectuels et c'est pas ce que je dois parler avec une meuf. Quand tu fais un date, la plupart du temps c'est du small talk, tu discutes de trucs un peu... Ouais, ok, ouais. Ah, t'as vu la météo aujourd'hui? Bref, certaines fois c'est ce niveau-là, tu vois. C'est quoi ta couleur préférée? Des choses comme ça. Et tu sais, ce genre de conversation inutile, j'ai de plus en plus la flemme de l'avoir par politesse ou par. En fait, norme un petit peu. Alors, t'es coincé, on va dire, avec quelqu'un et devoir réfléchir à quelle question nulle à chier tu vas sortir pour occuper du temps. De moins en moins, j'arrive à me dire, je vais le faire, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, moi, de plus en plus la flemme, en fait, à me forcer à discuter avec les gens où j'ai pas envie de discuter. Ah oui, mais en vrai... Je deviens antisocial, quelque Oui, non, mais en soi, c'est pas un problème. T'as pris conscience d'un problème, tu vois comment tu réagis par rapport à ça. Moi, j'ai la flemme de ce genre de conversation de base, mais moi, j'ai pas le choix, parce que quand la conversation dure trop longtemps avec une personne, il y a un moment ou un autre, il y a un détail scabreux qui va sortir, tu vois. C'est-à-dire que je vais faire une référence au sexe avec une personne, il faudrait pas. Et parce que c'est vrai que j'ai une activité sur les réseaux, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'à côté, j'ai travaillé, je vais travailler, du coup, en tant que salarié, c'est des trucs... Parce que moi, ça me plaît dans mon équilibre mental. Et donc, bah, être dans un salarié dans une entreprise, quand tu es salarié dans une entreprise, tu peux pas discuter de tout et n'importe quoi avec tes collègues. Et en fait, à un moment, par habitude de parler de cul tout le temps, bah, il y a un moment où je fais une blague ou un truc du genre. Et tu filtres, en fait. Ouais. Et ça sort, et là, tu dis, putain, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, ça va, parce que, en général, il y a toujours un autre collègue qui est un peu porté sur la chose, qui rebondit. Mais là, ça devient dangereux parce qu'il y a la surenchère, au contraire. Et ouais, j'ai des collègues qui ont été fortement choqués d'anecdotes que j'ai pu donner. Mais bon. En même temps, je pense, on te connaît pas, tu vois, et tu démarres, tu parles de fesses comme ça et tout. Tu sais, le lieu de travail, c'est un peu une continuité de l'école. T'as un peu le professeur, le patron maintenant qui surveille un petit peu ses employés et tout. Et donc, il y a une rigueur à avoir, il y a une discipline à avoir. Et donc, quand t'as quelqu'un qui parle de cul en classe, t'es là, oula, faut pas que le prof nous entende, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu le même truc, tu vois. Ouais. Après, je fais toujours la part des choses. Par contre, tu vois, c'est vraiment quand je parlais de ça, tu vois, c'était toujours sur le côté pause, tu vois, pendant un moment détente. Quand je suis au travail, je suis au travail. Il y a vraiment pas de place à ça. Mais quand t'es sur le côté, tu vois, t'as la machine à café et que tu sors un truc comme ça, tu fais...
Après, genre, j'ai vu d'autres personnes qui ont pu sortir des dingueries sur le monde du travail. Hein. J'ai vu des gens qui ont dit, bon, c'était sur le coup de l'humour, mais en disant, bon, les nazis, est-ce que c'était si mauvais que ça, finalement, tu vois? Voilà, j'ai pu rencontrer des individus qui, sous le coup de l'humour, sortaient ça, donc... Quand l'humour, souvent, il y a une petite partie de vérité. Oui, il y a des petites... Ou sinon, c'est vraiment pour la provoque et pour choquer la personne en face. Ouais, en fait, c'est des TikTokers, quoi. Ouais. Mais d'un côté, comme tu rencontres des gens comme ça dans la vraie vie. Mais c'est très drôle parce que quand ils n'arrivent pas à te choquer et que tu réponds au tac au tac, c'est très très drôle. Et il y a une surenchère qui se fait, comme tu le sais, ouais. Mais oui, bon après pour le coup, oui, parler de sexe, tu t'habitues et tu finis par parler de sexe avec n'importe qui. Et il y a des gens du coup qui sont gênés. Par contre, ça a un autre côté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naturellement sont gênés de parler de ça et qui vont au contraire trouver une certaine forme de sympathie avec toi parce que comme tu en parles facilement. Et qui vont te parler de leurs problèmes parce qu'ils n'ont personne à qui en parler. Ouais. Et ça, c'est le bon côté, c'est-à-dire que j'ai eu des personnes qui m'ont pu, dans ma vie, même sans le côté financier, je veux dire, sans l'accompagnement de coaching, sans l'accompagnement de formation, je veux dire, vraiment dans la vie, je fais une soirée et voilà, il y a des filles qui me parlent, qui me disaient, voilà, j'ai subi des agressions quand j'étais petite, qui me racontent l'agression, elle me dit, j'en ai jamais parlé à personne, même mon copain, il est pas au courant, je lui dis juste que c'est un truc que j'aime pas. Et là, je fais, ok, bah écoute, on va en parler, mais... Ça fait plaisir que la personne se confesse envers toi. Mais il faut être capable d'encaisser aussi. Parce qu'il y a des choses... Ouais, donc du coup, elle décharge un petit peu sa poubelle mentale dans ton jardin et du coup, tu... Ah mais t'inquiète pas que ma poubelle... Moi, j'en ai recueilli des poubelles Ton mentales. jardin, tu devrais avoir un sacré... Ah, c'est une déchetterie. C'est une déchetterie dans mon cerveau. Et est-ce que selon toi, c'est égoïste quelqu'un qui supporterait de... Pas du tout, qu'en fait, qu'on vienne lui jeter ses poubelles mentales comme ça? Est-ce qu'il faut être conciliant avec les autres, accepter ces déchets qui viennent d'autrui? Enfin, je pense déjà il y a un tri sélectif qui se fait sur qui te donne tes déchets. En fait, ça dépend de ton système de valeurs. En fait, t'as ton système de valeurs. Si tes valeurs, tu veux pas accepter quelque chose de la part de quelqu'un, bah t'acceptes pas, tu le dis directement, tu dis non. Bah, si une personne va te parler d'agression qu'elle a subie dans sa jeunesse, tu dis, je suis pas prêt à écouter ça. Là, on est sur un truc très rare, mais tu vois, je te parle surtout... Mon exemple est beaucoup plus soft. Okay. Les gens du quotidien qui sont là, ah j'ai mal au dos, ah j'ai mal là. C'est cette personne-là qui te dit qu'il y a toujours un truc, elle te met un petit détritus dans ton jardin tous les jours et tout. Moi, même chose, je deviens mais un vieux, je pense, ou alors je deviens antisocial, mais je ne peux plus avoir des gens dans mon entourage qui se plaignent tout le temps. Ah ouais, ça me gaffe, ça me fatigue. Ah, moi j'adore me plaindre. Ah oui, j'ai une horreur. Mais j'adore me plaindre. Mais par contre, oui, je comprends. En fait, il y a différents types de plaintes. Ouais, voilà, j'allais te dire, si tu te plains rapidement, peut-être sur le ton de l'humour, tu passes à autre chose, ok. Mais si vraiment tu mets l'intention négative, t'as besoin qu'on te prenne la main, qu'on te fasse. Oh, ah oui, non. T'as tout faire. En fait, ce que tu n'aimes pas, c'est la victimisation. Ouais. C'est ce côté-là. Bandit. Voilà, c'est ça. Ce côté. Oh, ah non, mais j'ai mal au dos, j'ai ce genre de choses. Oui, je comprends, ça, c'est des choses qui me répugnent quand même d'une certaine façon. T'es arrivé des crasses dans la vie, des petits bémols et tout. Moi, je suis plutôt du genre à ne jamais parler de mes problèmes, c'est pas forcément plus simple. Hein, parce que moi, du coup, j'implose souvent des fois. Alors, par contre, je suis pas d'accord. Alors, je te coupe, tu finis. Juste, en gros, il y a des trucs qui sont néfastes en nous. On n'est pas obligé de les. C'est pas. Ce qui est mauvais en nous, c'est pas un furoncle. En fait, il faut pas l'exploser et faire gicler ça à la gueule des autres. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des trucs, c'est mauvais, mais ça va se soigner, ça va faire du l'appétit pendant 5 heures. T'es pas censé... Tout le négatif est en toi. Alors, faut pas non plus l'intérioriser et le faire pourrir en toi, mais tu peux le soigner en toi. T'es pas obligé de le sortir pour que ça se soigne. Ouais. Mais tu vois, je suis plutôt du genre, dès qu'il y a un truc, comprends pour moi, et puis je me montre des fois le monde tout seul, et pendant une longue période, je veux dire que putain, je suis un peu fatigué quand même, je suis un peu sur les nerfs et tout là. Et puis à un moment, j'en parle à quelqu'un parce que je commençais à voir que je sais pas très bien alors que c'était pas en rapport avec la situation où je sois et tout. Et je sens que le fait d'en parler, ça me vide un petit peu con. Mais moi, j'ai plutôt tendance à me refermer, à pas trop dire les trucs. Mais les gens qui tout le temps sont là, mais ça va pas, avec de l'eau, c'est vrai que moi, j'ai de plus en plus de mal. En fait, parce que on parlait du fait des poubelles mentales. Oui. Mais oui, alors, tu comprends. Après, il y a des personnes comme ça que tu fais. Si tu sais que cette personne est comme ça va être difficile de lui dire non, j'ai pas envie de ce genre de choses. À part si t'es obligé de la côtoyer.
Et enfin, est-ce qu'on est obligé de côtoyer tout le monde tout le temps? C'est encore une grande question. Mais pour voir ce type d'individu, parce que j'en connais, la plupart du temps, la stratégie dans laquelle j'opte, c'est de dire, moi attends, soit tu redivis très légèrement la conversation, donc souvent, moi c'est surtout les personnes qui vont... pas les politiques, j'aime bien parler politique, c'est pas la question, tu vois, mais toujours dans le côté gna 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 gna. Dès le matin, non. Donc en général, je rebondis, par exemple, tu vois, sur des trucs qui ont été au quotidien avec l'abaya qui a été interdit dans les lycées, je sais pas si... En gros, je sais pas si t'as entendu parler de ça. Pas du tout. Ok. C'est une sorte de... C'est un habit qui est très... qui est souvent présent dans les pays musulmans. Ok. Parce que du coup, ça descend très bas. C'est une sorte de très longue robe. Et en fait, c'est très connoté par rapport aux pays arabes. Et ça a été interdit, du coup, à l'heure actuelle, dans les collèges-lycées. Ok. Parce que ça posait des problèmes de laïcité, ou non d'ailleurs, mais en fait, ça a posé problème. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont partis de chaque côté en disant oui, c'est contre la laïcité d'interdire ça. Les autres disaient bah non, faut à tout prix le laisser, enfin faut à tout prix l'interdire parce que c'est contre. Bref, mieux des beaucoup de choses. Et cette négativité dès le matin où tu as des personnes qui vont venir t'en parler en disant oui, t'as vu ce qui s'est passé encore, tout ça. En gros, t'as vu, ils ont interdit la bagnole dans les écoles. En fait, moi, ce que j'ai parlé, tu fais ah oui, tiens, ça me fait penser dans les écoles, j'ai vu ça, c'est génial, il y a des nouveaux trucs qui ont été faits en place, t'as vu ça. Et en fait, je vais repartir sur quelque chose de positif. Ok, ouais. Après, faut le truc positif à dire, parce que selon les sujets, putain, j'ai mal au dos, et tu sais que le dos, il y a pas mal de muscles dedans, le trapèze, le grand dorsal. Comme orientation, c'est un peu compliqué des fois. Bah après, tu peux... Après, j'ai envie de dire, c'est sa créativité personnelle. Ouais, mais souvent, tu vois, moi, tu me donnes un problème, j'ai envie de te donner la solution. Ouais, j'ai mal au dos, bah putain, tu veux pas faire des étirements, renforce ton dos, etc. et tout. Mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai juste envie de me plaindre en fait, que tu m'écoutes, et c'est tout. Limite, c'est ce que la personne veut. Alors, c'est la différence entre la communication masculine et la communication féminine. Oula. Ah ouais. Tu vas falloir mettre un Peggy-fille maintenant. Ouais. Attention, trois féministes vont exploser au cours des prochaines secondes. En gros... J'en ai de ouf en week-end. Ah bon, non mais en vrai je parle surtout de cette... Je pense que tu vois très bien le type de féministe dont je parle. Celles qui ont des cheveux qui changent de couleur tous les 4 matins et ce genre de choses. C'est surtout celles-là qui vont exploser. Mon faciès c'est rien dit. Et du coup, en fait, la communication entre les femmes et les hommes ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand un homme va communiquer, il va souvent... Il y a un problème, voilà, une femme va venir se plaindre vers son homme, j'ai envie de dire, et dire « Oh, aujourd'hui, c'est une catastrophe, mon collègue Patrick, c'est un vrai connard avec moi, il se comporte comme ça, il me rabaisse au travail, tout ça. » Toi, en tant qu'homme, si tu as une communication masculine, c'est que très souvent, tu vas dire « Bon, bah tiens, voilà ce que tu dois faire avec ton collègue, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. » Tu apportes une solution à son problème. Or, pour elle, c'est pas du tout ce qu'elle attendait. Ce qu'elle attendait de ta part, c'était pour que tu l'écoutes et dire « Ah oui, je comprends, je suis compatissant, oui, ça doit être vraiment difficile pour toi. » Ce genre de choses. Bah alors, il y a un mot qui me vient pour chaque sexe, c'est souvent... Alors, c'est pas péjoratif, faut que ce soit, je préviens. C'est des trucs que j'ai lu plusieurs fois et même que j'ai pu entendre. C'est femme, c'est plutôt émotionnel, et homme, c'est plutôt rationnel. C'est-à-dire que pour un même fait, une femme va avoir plus tendance à le prendre dans la partie émotionnelle, tu vois, et prendre le truc... un homme plutôt rationnel. Typiquement, j'ai pu avoir des disputes avec ma copine, tu vois, on part d'un fait, et souvent je lui rappelle le fait, je lui dis, mais attends, rationnellement, on prend le truc, ouais, mais ça y a pas mort d'homme, tu vois, il y a rien de grave, donc il y a pas à se disputer sur un truc comme ça. Mais, comme il y a une connotation émotionnelle que je pense, du coup, les femmes perçoivent un petit peu plus, de par nos différences femmes classiques, tu vois, il y a rien de mal à ça. Des fois, le dialogue, du coup, est compliqué. Non, mais c'est normal, on fonctionne pas de la même façon. Et la communication n'est pas la même. Alors, tu peux te dire, bon voilà, c'est pour des causes génétiques, et donc le cerveau était déjà un cerveau homme et un cerveau femme, c'est pas la même chose. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ça veut dire qu'ils ne sont pas construits de la même façon, ils n'ont pas le même volume, ils n'ont pas la même répartition neuronale. Après, on peut aussi considérer l'aspect qui est très à la mode en ce moment de la construction sociale. Donc avec... Ton visage en dit beaucoup, mais mine de rien, il y a une influence de la société qui joue sur nous. En tant qu'homme, on a des choses qui jouent sur nous, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. Ça veut pas dire aussi que ce sera forcément bon. Après, tu peux te questionner. Et donc, la communication de femmes et la communication d'hommes ne sont pas du tout les mêmes. Et certaines fois, quand toi, tu essaies d'apporter une solution au problème et d'être dans le rationnel,
En fait, la réponse qu'elle attend, c'est que en fait, son problème à elle, il est émotionnel, il n'est pas rationnel. Et donc, tu te disputes. Et c'est con, hein, moi je te dis, hein, j'étais en couple pendant des années, plusieurs fois, 2. Et à chaque fois, c'était le même problème. Je répondais Sur le plusieurs à chaque fois, toi. oui, j'aime bien. Ah Ouais, j'aime bien ça. Vous avez plusieurs avantages. 2. Voilà, c'est ça. Et du coup, je disais, oui, c'était. Je répondais rationnellement à des problèmes émotionnels. Inversement aussi, parce que des fois, on a beau être. J'étais dans l'émotionnalité et la personne qui était en face me répond. Enfin, du coup, ma copine de l'époque me répondait dans la rationalité et ça se passait pas bien non plus. En fait, il faut juste s'accorder sur quel est le type de réponse que l'autre souhaite entendre et quel est le type de réponse que toi tu souhaites donner. Ensuite, tu t'adaptes. C'est pas toujours évident. C'est vrai que la communication, le dialogue entre hommes et femmes au sein d'un couple, etc. et tout, bah c'est toute une histoire et tout. Et c'est vrai qu'on peut se dire, c'est pas un truc normalement qui est à travailler ou quoi que ce soit et tout, parce que c'est pas. Tu te dis, bah je parle juste. En fait, tes mots, ils ont un poids énorme, ils ont une signification différente selon les individus. Et puis en plus, voilà, en fonction du contexte, t'as pas envie d'entendre les mêmes mots forcément au même moment. Oui, et puis surtout, en fait, c'est aussi ta façon de communiquer. Moi, je reprends ce que je connais puisque c'est moi-même. Quand j'utilise des mots, j'ai tendance à utiliser des mots très lourds, très agressifs, très violents dans ma façon de m'exprimer, c'est-à-dire qu'ils vont être très percutants dans ma communication. Ce qui, en soi, peut être une bonne chose ou une mauvaise chose, factuellement c'est comme ça. Mais si les personnes que j'ai pu côtoyer n'étant pas forcément prêtes à entendre ces mots-là, ça les heurtait. Donc forcément, alors que c'est juste la communication naturelle. Et de la même façon, sur les réseaux sociaux, je vois bien, je disais, voilà, à un moment, je me souviens, c'est un des moments où je me suis pris une bonne petite vague de haters. Je disais, voilà, les 5 choses que tu dois faire pour avoir une vie misérable. Et le truc, c'est que misérable, c'est une vie qui est nulle. Ok, très bien, les gens se sentaient jugés, mais en fait, je la jugeais pas misérable de mon point de vue, je la jugeais misérable par rapport à leurs propres critères. Que eux-mêmes, en fait, c'était une boucle de rétroaction. Mais bon, les gens ont compris, et de l'autre côté, c'est ce qui a alimenté mon algorithme. Merci. Mais en fait, en utilisant ce type de terme, c'est trop violent des fois pour les choses. Et des fois, il y a des personnes qui vont être trop douces. Inversement, si moi, une personne vient me communiquer et utilise toujours des termes en étant sans me rentrer dedans, de trop, en fait, moi, ça va me saouler. J'ai l'impression que la personne elle est ultra hypocrite et ça va m'énerver. J'ai tendance à être vachement lisse. Tu penses que je suis hypocrite? Non, ça va. En vrai, en vrai, je te trouve pas si lisse que ça. Je pense que tu vois, c'est en fonction de la personne avec qui je suis, je dis un peu plus que. Moi, j'aurais la discussion avec quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais moins dit certaines choses sur. Ouais. Et là, je pense que tu vois, avec ce podcast, les gens vont se dire, ah, bah, ce podcast, pensait comme ça. Mais c'est moi, et puis après, c'est mon choix d'en parler maintenant et de pas en parler avant. Ou... Non, le contexte, là, tu vois, le contexte s'y prête. Oui. C'est sûr que si t'as des idées comme ça que tu l'écris sans raison, bah là ça peut être mal perçu et tout. Mais là il y a un contexte et tout, on discute et pour moi ça va dedans. D'ailleurs, autre question, est-ce que tu te considères un petit peu plus comme progressiste ou conservateur? Ça c'est une dichotomie assez intéressante. Moi, de base, c'est compliqué. En fait, je suis encore un pourcentage, tu vois, on parle pas vraiment, je suis full... Non, en fait, le problème, c'est que ça dépend des domaines, en fait. Ok. Ça va vraiment dépendre des domaines, et parce que le problème du conservatisme, c'est que tu regardes trop le passé et tu n'es pas assez concentré sur l'avenir. Le problème du progressif, c'est trop concentré sur l'avenir, tu regardes pas, t'apprends pas de ce qu'il y a après. Et c'est deux choses qui me posent problème. En soi, c'est un peu langue de bois, hein. Je suis désolé, je tortille. Mais de base, je vais plus être conservateur, je pense. C'est-à-dire que je pense que le passé a énormément de choses à nous apprendre. Il faut maintenir le passé, mais il ne faut pas s'aveugler non plus. Il ne faut pas non plus le fantasmer. Non, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais par contre, il ne faut pas rester statique. Tu vois, vraiment, rester statique, ancré dans son passé, c'est pas possible. Après, aussi, conservateur et progressiste, maintenant, dans notre monde d'aujourd'hui, ça a des notions qui sont dans un contexte, c'est vrai, ouais, qui sont très différentes des mots en eux-mêmes. Parce que, par exemple,
Tu pourrais dire, voilà, moi je suis quelqu'un de très progressiste, je suis par exemple l'interdiction des potagers, je suis pour que toute la nourriture des gens soit déjà donnée, distribuée par des industries. Ce serait quelque chose pour être certain qu'ils aient leur rapport journalier, nutritionnel, tout ça, par exemple. Okay. Donc en gros, on les priverait de liberté parce que comme on voit que les gens libres, ils savent pas se nourrir, on pourrait les priver de leur liberté. Tu pourrais dire que c'est extrêmement progressiste d'une certaine façon. Alors, progrès n'est pas forcément positif. Souvent, on a cette connotation, il y a des progrès. Et on se dit, c'est un côté positif. Mais non, ça peut être aussi du moins. C'est ça. Et de toute façon, il faut des conservateurs et des progressistes. Et je sais que moi, j'ai plus tendance à être conservateur également. Et au plus les années passent, au plus je m'en rends compte et tout. Typiquement, c'est vrai que quand il y a des gens qui détruisent des statues ou des monuments historiques, moi, il y a un côté où ça me fait chier de ouf. Je me dis, attends, c'est des gens qui ont conçu... Enfin, je connais pas la vie des gens après, tu vois. Peut-être que ça a été des gens pas très sympas finalement et qu'on m'a raconté que la belle partie de l'histoire. Oui. Et ce prisme-là aussi. Mais tu vois, imaginons le général de Gaulle, je pense que tout le monde en France sera d'accord pour dire c'est quelqu'un quand même qui a aidé lors de ce gouvernement, non? Il a fait... T'es sûr que tout le monde va être d'accord avec ça? Tu sais, on pourra te dire, oui, quand il était président et tout, oui. Mais on prend factuellement, on était dans une période où je crois que c'était pas ouf avec Vichy, Pétain, il était sympa, mais... Tu vois, c'est comme ça, tu peux avoir des dichotomies comme ça. Pétain, il y en a qui étaient faux pétinistes, et d'autres qui étaient anti-pétinistes, faux porc. C'est parce qu'en fait, c'est le manichéisme humain. En fait, naturellement, en tant qu'humain, on a envie d'être blanc ou noir. En fait, on n'aime pas la nuance pour les rebeux et pour... ça glisse. Mais en fait, on a cette difficulté à la nuance et à essayer de jouer. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, il faut soit se considérer conservateur, soit progressiste. Mais en fait, justement, tout l'intérêt, c'est de se trouver entre les deux. Alors, ça ne veut pas dire que non plus que tu dois tout le temps être dans entre deux. Il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir de nuance. C'est normal parce que la nuance n'est pas possible. Par exemple, tu peux pas, par exemple, te dire, je vais prendre un cas là, voilà, ça pour vraiment brûler, je vais prendre un cas l'avortement. Attention. Voilà, je vais prendre l'avortement. Attention. Warning. Voilà, on va prendre l'avortement. Je suis désolé. Tu peux pas à moitié avorter. Tu peux pas dire, voilà, je veux à tout prix. Voilà, tu peux pas à moitié avorter. C'est soit t'avortes, soit t'avortes pas. Ouais. Dans tous les cas, tu peux pas avoir le cul entre les chaises. Voilà, et dans tous les cas, ton choix, au moment où tu le prends, va avoir des conséquences graves. Et positives, mais aussi graves. Les deux. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient au monde, eh bien, ça a des conséquences graves sur ta vie. Mais positives. Un avortement, eh bien, ça a des conséquences graves pour ta vie aussi. Mais ça a aussi des trucs positifs. Oui, après, chaque situation a son lot d'avantages, inconvénients, mais tu peux pas choisir entre deux, tu peux pas couper le bébé en deux. Tu prends les fesses, voilà, tu peux pas faire ça. Et le problème, c'est que il faut savoir jauger les choses. Et je reprends juste, donc, parce qu'à la base, conservateur et progressiste, si on revient à l'âge de pierre, on n'aurait pas eu le feu s'il n'y avait pas eu de progressiste. Exactement. On serait resté dans notre caméra à nous geler les coups, on serait peut-être mort de froid aussi. Oui. En revanche, si tout le monde était progressiste, on serait tous empoisonnés par les DB, tu vois. Oui. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un flippe un peu du nouveau. Flip, là, c'est un gros mot, tu vois, encore une fois. Je suis un peu tangué, c'est des mots lourds. Mais tu vois, si tout le monde avait mangé les baies rouges dans le buisson, tout le monde serait mort. Ouais. Mais il fallait bien que quelqu'un en mange une pour qu'il claque. Je fais, ok, les baies rouges, c'est pas bon. Par contre, les baies noires, vas-y, essaye, Damien. Toi, tu vis. Très bien. Damien, on va manger les baies rouges. Ouais, noir, du coup, parce que sinon, ils sont Et tu vois, donc il faut un peu des deux dans une société, mais souvent c'est vrai qu'on va te dire, ouais, conservateur, tu vas direct penser le drapeau français, le symbole trident sur Instagram, tu aimes bien l'armée française, tu es Thibaut InShape et tout. Voilà. Et t'as tout ce packaging en fait de conservateur. D'ailleurs, je le trouve pas si conservateur que ça. C'est les gens, je pense oui, ils ont envie de lui donner une image. Ils regardent comme ça et tout. En fait, ils ont envie qu'ils collent à leur imaginaire, je pense. Oui, c'est ça. Après, les gens, ils ont un imaginaire et ils essaient de te faire rentrer dedans pour te dire,